Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre du magazine Noticias, le magazine de la rédaction de Numérica Télévision qui analyse, vous le savez, et commente l'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi l'actualité en dehors des frontières nationales. Fin du dialogue politique national inclusif, il y a exactement une semaine, avec à la clé un accord politique signé par tous les délégués, les participants à ces assises. Est-ce que cet accord va résoudre finalement la crise politique en République démocratique du Congo? Cet accord permettra-t-il d'organiser des élections démocratiques, transparentes dans les jours à venir, c'est-à-dire d'ici 2018, selon l'esprit de l'accord signé? Le président de la République qui va rester fin mandat, qui va rester en fonction après la date du 19 décembre en fonction en République démocratique du Congo. Y a-t-il incompétence ou inconstitutionnalité à ce que Joseph Kabila reste au pouvoir, l'après-dialogue finalement, et cette commission de mise en place du suivi de l'accord inclusif signé à la Cité de l'Union africaine? On va parler de cette question avec un élu national qui a pris part au dialogue politique national inclusif, élu de l'UNC à Walikale dans le Nord Kivu. Juvenal Mounoubo, c'est son nom. Vous êtes en même temps chargé des relations extérieures du parti de l'UNC à l'Assemblée nationale, membre de la commission défense et sécurité. Complétez-moi si j'ai omis quelque chose. Oui, c'est bien ça. La présentation, elle est parfaite. C'est pourquoi je suis rapporteur de la sous-commission Forces armées, commission de défense et sécurité. Je suis membre de l'UNC, vous l'avez dit, député, élu de l'UNC, de Walikale, sur la liste des UNC. Je suis chargé des relations extérieures de l'UNC. Et j'ai été délégué au dialogue. Donc la présentation, elle est parfaite. Et j'ai dit merci pour l'invitation et salutations à tous les téléspectateurs. Honorable Juvenal Mounoubo, première question. Pourquoi vous êtes resté, vous, fidèle à Vital Kamerhe, votre président national, le président de votre parti, alors qu'on a vu certains de vos collègues quitter la barque de l'UNC? Je suis convaincu, je reste convaincu par l'idéologie de l'UNC, le projet de société de l'UNC. Je reste convaincu par la personnalité du président de l'UNC, Vital Kamerhe. Et voilà les deux éléments qui font à ce que je reste convaincu par les choix que prend l'UNC. Et les choix qu'a pris l'UNC de discuter directement avec le pouvoir sur les élections au Congo, la décision qu'a prise l'UNC de provoquer pour la première fois le débat au niveau national sur les élections, parce qu'on restait, il y a de cela, Madame Rachel, il y a de cela quelques mois, on restait sans savoir exactement ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent. On était dans une situation où certes, la date du 27 novembre approchait, certes, le 19 décembre 2016 approchait, certes aussi qu'il n'y avait pas de recettes ni de propositions concrètes. Que faire? Donc je préfère ce qui a été fait que de rester dans une situation d'incertitude. Et le mérite pour l'UNC et le mérite pour Vital Kamerhe, c'est justement d'avoir aidé les pays à sortir un peu de l'incertitude. Donc il fallait et à avoir des précisions précisions. Sauver la nation. Bien sûr, il a joué un rôle, Okay. une mission salvatrice, il faut le dire, parce qu'on était dans une situation où il n'y avait pas de débat sur les élections. Au Parlement, il n'y en avait pas. En tout cas, sur les élections, il y a eu des débats sur d'autres questions, mais sur les élections, ça a été une première fois, et c'est grâce à l'implication de Vital Kamerhe qui a accepté d'aller au dialogue. Mais alors, Juvenal Mounoubo, mais alors pourquoi Vital Kamerhe a été le seul à comprendre qu'il fallait sauver cette nation qui allait vers des situations ou des jours un peu plus tendus, à des situations un peu plus compliquées? Pourquoi il a été le seul dans l'opposition à comprendre cela et à aller à ce dialogue politique national inclusif? Pourquoi il a été le seul? Vous savez que vous pouvez être dans un groupe, mais finalement, il n'y a que deux qui sont capables de dire la vérité ou capables d'affronter la réalité. Donc, le nombre importe peu. Seul contre tous, vraiment? Bien sûr, vous ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on est dans une masse où on se décide d'être hypocrite un peu vis-à-vis de la population, de ne pas dire la vérité à la population, de faire voir à la population. Tu sais, il y a des acteurs politiques au Congo qui continuent à faire voir à la population que l'élection va se passer le mois prochain. On est fin octobre.
Et il y a des acteurs politiques au Congo qui pensent encore que... Ils disent à la population que non, tenez bon parce que l'élection c'est le mois prochain. C'est totalement irresponsable. Et donc vous pouvez être une masse de 10 personnes, comme je le disais, j'utilise une image, hein, une figure de peut-être de style, une masse de 10 personnes, mais finalement il n'y a que 2 qui disent la vérité. Et que Vital Kamerhe soit parmi les 2 au sein de l'opposition à avoir décidé d'affronter le pouvoir, hein, de poser des questions, de parler de la responsabilité du pouvoir qui n'a pas donné l'argent à la CENI, parce qu'on a parlé de la responsabilité du gouvernement actuel qui n'a pas donné l'argent à la CENI, qui n'a pas décaissé les fonds, en dépit du fait qu'au niveau du Parlement, nous votions chaque année au moins 250 millions de dollars. Tout cela a été dit au dialogue. Donc ça n'a pas été une rencontre de complaisance, pas du tout. Ça a été une rencontre où on s'est dit des vérités. Je me suis efforcé personnellement à faire le relais de tout le débat au niveau du dialogue à travers mon compte Twitter. Et tenez que ça a été, il y a eu des moments tendus et nous avons dit toute la vérité qu'il fallait dire au dialogue jusqu'à aboutir à un compromis. C'est plus responsable. Oui. Et si tous ces partis, toutes ces personnalités de l'opposition n'ont pas parlé le même langage avec votre président national, Vital Kamerhe, que direz-vous de la population? Parce que on sent que dans la population aussi, il y a des Congolais qui ont perdu totalement la confiance à Vital Kamerhe et qui pensent que c'est lui qui a finalement cautionné et légitimé le glissement en République démocratique du Congo. C'est Kamerhe qui va offrir un mandat gratuit à Joseph Kabila au-delà de 2019, de 2016, la population observe. Du 19 décembre. Non, la population observe. Les souhaits pour la population, c'est évidemment l'alternance. Donc, les souhaits pour la population a hâte de vivre l'alternance, mais attention, la même population souhaite vivre une alternance pacifique. En tout cas, faites passer un micro-baladeur dans les... une alternance pacifique. Oui, selon le délai constitutionnel, mais avec tout ce qui s'est passé à la Cité de l'Union africaine, on est incertain sur la date même de ces élections. Je recommande et sur le respect même de la mise en œuvre de cet accord politique. Madame Rachel, je recommande à Numérica de faire passer un micro-baladeur quelque part. Hein, ça peut être au rond-point Victoire ou au marché Gambela. Si les gens veulent une alternance violente, et bien sûr, les 10 personnes à interviewer, je crois, ils ne sont pas nombreux. Hein? Presque tous, ils souhaitent une alternance pacifique. Et nous, les désordres, les troubles dans le pays. Personne, en tout cas, ne le souhaite. Oui. Mais ce que tout Congolais souhaite, c'est que la Constitution soit respectée, notamment l'élection, la date prévue pour l'élection présidentielle. Un mandat renouvelable une fois, ça veut dire que l'opposition qui a pris part au dialogue politique national inclusif est allée finalement légitimer et marcher sur la Constitution. Qui sont ces opposants qui peuvent encore faire tenir la date du mois prochain? Parce que l'élection présidentielle devrait se dérouler le 27 novembre. Le pouvoir nous a mis dans un fait accompli. La faute du pouvoir, qui n'a pas donné l'argent à la CENI. La CENI elle-même, qui n'a pas affiché un leadership qu'il fallait. Et nous sommes arrivés dans une situation de glissement. Alors, maintenant, il y a 2 groupes d'acteurs politiques de l'opposition. Il y a ceux qui estiment il fallait en tout cas parler avec le pouvoir et trouver un compromis, c'est nous. Et il y a d'autres qui se complaisent du populisme, en fait. Hein? Qui ne veulent pas... Tu sais, être leader, c'est dire la vérité à la population. C'est dire que ce n'est pas possible en cette période, mais voilà, on organise à cette date, on fait un petit glissement, mais ça ne sera pas un glissement pour maintenir celui qui est là. En violation de la Constitution, bien entendu. Il y a un comité de suivi qui sera mis sur pied. Les gouvernements et le Premier ministre qui sera désigné, c'est toujours dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des résolutions, de façon qu'à arriver fin avril 2018, qu'on vive cette alternance pacifique. Alors vous-même... C'est ce courage-là politique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Tout le monde voudrait se réfugier devant la pensée collective ou l'imaginaire collectif. Ils sont peu, ceux qui ont le sens des leaders, capables de dire la vérité. Et qui n'ont pas peur d'affronter des critiques, parce que des critiques, Vital Kamerhe les a vraiment affrontées. Mais il faut aussi savoir que la population, parce qu'on parle de la population ici, ne pensez pas que la population n'est pas en train de réfléchir. Ils ne sont pas si naïfs comme on le pense. Les gens sont en train de réfléchir et ils sont en train de voir quelle est la voie de la sagesse. Et donc c'est très tôt.
c'est très tôt pour tirer des conclusions. Vous-même, quelle est votre appréciation personnelle du fait que ce dialogue s'est tenu rien qu'avec l'UNC, en fait, avec ça n'était pas seulement l'UNC. Ceux qui sont allés au dialogue politique national inclusif sont pour autant un grand nombre des partis de l'opposition qui est resté à l'extérieur, ce grand nombre, je parle du rassemblement. Quelle a été vous-même votre appréciation personnelle? Est-ce qu'un dialogue comme celui qui s'est déroulé il y a jusque-là une semaine à la Cité de l'Union africaine, sans la présence de Tshisekedi, sans la présence des autres partis de l'opposition, qu'est-ce que cela représente pour la nation congolaise? Fallait-il pas militer pour l'inclusivité? Vous savez que même nous, on était méfiants vis-à-vis du dialogue. Mais il faut bien situer les contextes, madame. Parce qu'avant, c'était sous ordonnance présidentielle. Okay. Et là, on était tous méfiants. Pourquoi? Parce qu'on craignait de participer à une rencontre qui serait comme les concertations nationales, où le pouvoir imposerait son diktat, ainsi de suite, ou toute son orientation. Mais par la suite, la question du dialogue a évolué. C'est qu'on est passé de l'ordonnance présidentielle à un cadrage, plus ou moins, au niveau de la communauté internationale, à savoir la résolution 2277. Et c'est dans ce cadre que ce dialogue a été organisé. Autre élément nouveau, c'est le groupe de soutien à la facilitation. Ça veut dire que Edem Kodjo, les facilitateurs de l'Union africaine, n'étaient pas seuls dans l'équipe qui nous accompagne. Il y a eu les délégués de l'Union européenne qui étaient là. Emilio Rossetti, c'est un ambassadeur, l'adjoint du Koun Vervac, l'envoyé dans les Grands Lacs, qui était là du début jusqu'à la fin. Les Nations Unies, tu étais là à la cérémonie de clôture, tu as vu des ambassadeurs des États-Unis et d'autres qui étaient là. Et donc, le contexte a changé. Ce n'est pas un dialogue du président Kabila, comme les autres ont tendance à le présenter. C'est un dialogue, en tout cas dans le cadre de la résolution 2277. La libération des jeunes de la Lucha. Je vois les jeunes s'agitent actuellement, les jeunes de la Lucha. Mais ils ont été libérés. C'est dans ce contexte. Il y a eu un début de décrispation et qui nous a mis aussi dans une prédisposition à aller au dialogue. Alors, est-ce que devrions-nous, quand je dis nous opposants, devrions-nous attendre, nous tous, que tous les préalables soient remplis pour commencer une discussion? Devrions-nous attendre pour commencer une discussion sur les élections au Congo? Devrions-nous attendre que la communauté internationale nous désigne un éventuel facilitateur? Il faut savoir qu'il n'y a pas que les dossiers Congo à New York. En tout cas, que ce soit à New York, à Bruxelles, partout, il n'y a pas que les dossiers Congo. Il y a la Syrie, il y a le Yémen, il y a la Libye. Donc il faut éviter d'amener nos partenaires, à une sorte de Congo fatigue. Il n'y a pas que nous. Il faut qu'à un moment donné qu'on soit à mesure de nous assumer et de résoudre nos problèmes. Okay, nos amis ont manqué du réalisme. C'est important aussi d'être réaliste et politique. Il ne faut pas faire du réalisme pour le réalisme, sinon on devient amateur de la réelle politique. Mais il faut du réalisme. Il ne faut pas rester dans uniquement des théories. À un moment donné, il faut être pratique. Un régime spécial, c'est aussi du réalisme. Oui, mais ils nous reprochent, nous, d'avoir mis sur pied cette disposition que le Premier ministre viendrait de l'opposition. Pour qu'ensemble, parce que ça serait inconcevable qu'on ait participé à un dialogue et qu'à la fin, qu'on croise les bras, qu'on dise, voilà, alors, pouvoir, suivez vous-même la mise en œuvre. Alors, voilà la question. Alors, quelle est la différence entre ça et le régime spécial? Parce que lors de leur conclave, voilà maintenant la question. Lors de leur conclave, Madame Rachel, en politique, il n'y a pas d'action sans intérêt. Non, lors de leur conclave, ils ont parlé du régime spécial. Et personne, je vous dis bien, personne n'est pas, mais ils ont honte au fait d'expliquer ce que ça veut dire régime spécial. Et nous, analystes, nous voyons que régime spécial, ça ne veut pas dire autre chose que partage des postes. Et donc, le peuple peut se réjouir d'une chose parce qu'on n'a pas modifié la Constitution. On n'a pas institué le poste de vice-président de la République. Vous avez fait quoi de la Constitution? On est resté dans la Constitution en tout cas. Mais ce qui va changer, c'est quoi? Vous êtes resté dans la Constitution, cette Constitution qui dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire? Non, la Constitution dit... d'un Premier ministre... je viens de le dire. J'ai dit la même chose. La question au dialogue, la Constitution ne le dit pas. La question vient de m'être posée par vos confrères. Vos confrères m'ont posé cette question cet avant-midi, des actualités.cd. Le Premier ministre vient du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire. Pour le cas de 2011, il n'y a pas eu un parti majoritaire. Il n'y a pas eu un parti qui a réuni la majorité absolue. On avait nommé un informateur pour identifier la coalition des partis, la coalition majoritaire.
Et c'est ce qui a été fait. Le Premier ministre est venu de cette coalition. Ce qui va se passer, c'est quoi, hein? Avec les accords politiques, c'est qu'il y aura une reconfiguration de la coalition majoritaire au Parlement. C'est à ce niveau-là. Donc c'est à ce niveau-là que nous allons entrer dans cette coalition pour soutenir l'action du Premier ministre. Parce que le Premier ministre vient de l'opposition. Et si nous décidons de participer à l'action gouvernementale, tout naturellement, nous allons soutenir l'action gouvernementale dans le cadre d'une coalition majoritaire parlementaire reconfigurée. Et donc, ça n'a rien à voir avec AMP. Parce que les gens disent que non, voilà, Kamerhe va entrer dans l'AMP, l'UNC va entrer dans l'AMP. Ça n'est pas ça. Là, on cherche à flouer la compréhension. Vous comprenez? Donc, la majorité présidentielle restera majorité présidentielle avec son autorité morale. Vous comprenez? Et nous serons dans le cadre d'une coalition parlementaire pour soutenir l'action du nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement, c'est un gouvernement de mission, avec comme mission organisée dans le délai qui a été calé dans l'accord, organiser les élections, mobiliser l'argent pour y arriver. Pour organiser les élections. Mais dans tout le cas, ça sera un Premier ministre qui sera nommé ou désigné en violation de la Constitution. Mais dans l'entretemps, pendant cette période où vous avez signé... Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je viens de vous l'expliquer que ça n'est pas une violation. Mais du moment où vous signez l'accord jusqu'à l'élection présidentielle, que faites-vous de la Constitution? La Constitution ne sera pas mise de côté. Vous avez suivi l'interview que M. Kodjo a accordée à vos confrères de Radio Okapi il y a quelques jours, c'est que la Constitution ne sera pas mise de côté. Nous sommes partis au dialogue réaffirmer le respect de la Constitution. Ça a été dit, ça a été réaffirmé dans les propos, tout comme dans les écrits. Si vous lisez l'accord politique, dans le préambule, cela est dit, est écrit, expressis verbis. Et donc, nous ne sommes pas allés pour violer la Constitution. Et nous verrons bien celui qui va violer la Constitution. Dans les comités de suivi, l'UNC va maintenir un œil là-dessus. Nous aurons un œil dans les comités de suivi. Ce comité sera mis en place quand? En tout cas, au plus tard, dans un mois, on doit savoir, le comité de suivi, il est composé. Mais ce qui doit arriver avant, c'est dans la nomination du Premier ministre. La nomination du Premier ministre. En tout cas, ça, on attend. En politique. Et dans 21 jours, la mise sur pied du gouvernement. En politique, il n'y a pas d'action sans intérêt. C'est quoi la récompense de l'UNC pour avoir sauvé cette nation? L'intérêt de l'UNC, c'est ça. Vous êtes tombé juste. L'intérêt de l'UNC, c'est que, un peu comme les Néhémies peut-être de notre temps, lèvons-nous et bâtissons. Le mérite pour l'UNC, c'est qu'on sache, qu'on retienne qu'à un moment donné, on était dans l'impasse. On était dans l'impasse. Il y a eu un acteur politique, ou il y a eu des acteurs politiques qui ont pris leur courage d'hommes politiques, hommes d'État, contre vents et marées, pour engager une discussion directe avec le pouvoir, qui ne se sont pas limités à des déclarations, parce que des déclarations, nous les avons faites, des manifestations, nous les avons organisées, et avions chaque fois recommandé à nos membres de ne pas déraper dans nos manifestations. Nous l'avons fait. Je déplore ici tout ce qu'il y a eu comme mort le 19 septembre 2016. Ça n'est pas soutenable. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale que l'usage de la force par les forces de l'ordre était disproportionné, je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Mais quand nous nous organisions des marches, c'était avec consigne de ne pas déraper, de ne pas virer dans la violence. On le faisait. On a fait tout ça. On a fait tout ça. Quoi la récompense de l'UNC? On a fait tout ça. Vous ne le dites pas. On a fait tout ça, mais on s'est dit, mais on a fait tout ça. On a fait tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pour obtenir quoi à la clé? On a fait tout ça, c'était des moyens de pression. Ce qu'il fallait faire, et on n'avait pas encore fait jusque-là, c'est ce courage politique de parler avec le pouvoir. C'est là où nous avons distancé nos amis. Vous voulez de parler avec le pouvoir. Vous avez parlé avec le pouvoir. Vous avez nous avons obtenu les résultats. Du temps. Voilà. Les résultats, c'est un accord. Ça sera quoi la récompense de l'UNC? L'incertitude. Oui, et après. L'incertitude, on peut dire qu'il y a l'incertitude toujours, mais il faut dire que cette incertitude a des chances maintenant d'être réduite. Parce qu'il y a un accord. Au moins, on a des idées, au moins on sait situer quand est-ce qu'il y aura élection présidentielle dans ce pays. On a quitté l'incertitude. On n'a pas terminé l'incertitude. On a quitté la zone des fortes inquiétudes. Juvenal Monobo. Il y a des doutes encore, il y a des préoccupations, et nous demandons aux autres d'adhérer à l'accord pour le bien du Congo, parce qu'il faut commencer par dialoguer et non terminer par le dialogue. Vous prêchez pour le dialogue et maintenant pour l'accord.
Vous obtiendrez quoi, vous, l'UNC, vous, personnellement, Je Vital comprends. Vous Kamerhe? m'avez posé cette question, madame. Ça fait 3 fois que vous me posez cette Parce question. que je n'ai toujours Quel pas est de notre réponse à cette intérêt? question. Vous Quel est comprenez? l'intérêt? Écoute, c'est aussi ça la conception. Il faut changer la conception politique au Congo. Parce qu'au Congo, la politique, elle est liée à un avantage peut-être matériel. Donnant. Voilà, vous comprenez. Il n'y a pas que ça. La moralité politique existe encore. Et il ne faudrait pas que le peuple congolais, les téléspectateurs qui nous suivent, pensent que les hommes politiques au Congo sont devenus tous des gens qui sont derrière des intérêts matériels ou financiers. Hein, vous comprenez? Il y a encore à espérer dans la politique congolaise. Il ne faut pas tomber dans le Congo-pessimisme. Vous comprenez? Et nous sommes guidés par un seul idéal. Notre idéal, c'est qu'on retienne que ces gens-là, hein, à leur temps, devant une impasse électorale, ont réussi à élucider les processus électoraux, à le recadrer, à les chronométrer. Donc, selon vous, et finalement à faire atterrir de manière pacifique des postes processus électoraux. L'UNC n'a rien exigé en retour à ce gouvernement. Eh bien, si le gouvernement arrive, l'UNC n'a rien demandé. Si le gouvernement arrive, pas de premier ministre de l'UNC. Si le gouvernement arrive, il faut oublier. Et si le premier ministre vient de l'UNC, ou si l'UNC a alors des portefeuilles, ça sera ça la récompense. Ça ne sera que non, mais écoute, ça ne sera que logique dans le cadre du suivi. Parce qu'il faut comprendre le gouvernement dans le cadre du suivi. Donc on doit s'attendre peut-être prochainement à un premier ministre de l'opposition. Mais ça peut arriver. Ça arrivera. Venant de l'UNC. Alors, Kamerhe ou pas. Ça sera l'indicateur. Mais quelqu'un de l'UNC. Bien sûr. Non. Écoute, un premier ministre de l'opposition sera l'indicateur. Je ne dis pas le seul indicateur. Ça sera l'un des indicateurs objectivement vérifiables que l'accord est en train d'être mis en œuvre. Vous comprenez? C'est dans le cadre du mise en œuvre. Et c'est dans le cadre du suivi. Ce n'est pas dans le cadre de partage de postes. C'est différent de Sun City, hein, quand les acteurs politiques s'étaient réunis à Sun City. Parce que là, il était clair, on s'est partagé les postes, un président, 4 vice-présidents, on se partage la CENI, on se partage, on s'est tout partagé. Donc vous-même, et le contexte n'est pas le même. Donc vous-même, Juvénal Monobo, vous avez pris part à ce dialogue et donc vous n'attendez rien en retour. Moi, personnellement, si on reconnaît dans moi les mérites de quelqu'un qui peut apporter sa contribution dans les suivis que nous allons faire ensemble pour mettre en œuvre l'accord. C'est déjà une ouverture. Non, mais si cela m'est reconnu, en tout cas, ça ne sera que d'une manière méritoire. Je ne vois pas pourquoi un dialogue auquel j'ai participé et qu'on me reconnaisse la possibilité de donner ma contribution dans le suivi, je ne vois pas pourquoi je pourrais me soustraire de ça. Ça serait de ma part de l'irresponsabilité. Vous comprenez? Donc, attendons le moment venu. Alors, si on reconnaît au président Vital Kamerhe qui a participé, qui s'est impliqué contre vents et marées, comme je le disais, contre les critiques de ceux-là qui ne comprennent pas qu'il fallait choisir la voie du réalisme et de la raison et de la paix, eh bien, si on pense qu'il peut jouer un rôle, eh bien, comme Premier ministre, par exemple, eh bien, ça ne sera que compréhensible dans le cadre du suivi de l'accord qui a été conclu et ça ne sera que méritoire. Et alors, en cette période, Juvénal Monobo, le profil, si on vous demandait de dresser un petit portrait robot ou on vous posait la question sur le profil de ce futur Premier ministre, que diriez-vous? Il faut que ce soit un Premier ministre capable de mobiliser les moyens pour les élections. Il faut que ce soit un Premier ministre qui maîtrise des questions sécuritaires aussi. Il ne faut pas que ce soit un Premier ministre, on lui pose des questions sécuritaires, hein, des questions sur le plan sécurité. Parce que la donne sécuritaire, elle est importante pour le retour de la paix à l'Est. Et qu'il ne soit pas en mesure d'expliquer, de faire une démonstration comment son gouvernement attend y mettre fin. Il faut que ce soit un Premier ministre qui n'est pas, manifestement influençable, vous comprenez? Il faut que ce soit quelqu'un qui dit des choses au président, qui dit, voilà, nous devons mobiliser l'argent, monsieur le président, pour les élections. Parce que ça sera un régime, ça sera une sorte de cohabitation politique, au fait, hein, où il existe une majorité présidentielle, mais il existe aussi une majorité parlementaire avec un Premier ministre ici de l'opposition. Vous voyez? C'est de la cohabitation. Et si ce Premier ministre n'est pas quelqu'un de personnalité? Je vais répondre à cette question. Allez-y. Il faut que ce soit quelqu'un d'une forte personnalité, ça va? Okay. Pas influençable, comme je le disais, capable de maintenir des contacts et avec la présidence de la République et avec la CENI, capable de mobiliser son gouvernement, de tout faire pour que la part importante du budget ou les décaissements tels que ça a été décidé à l'Assemblée
puisse être mis à la disposition de la CENI pour que la CENI ne dise pas, après quelques mois, qu'elle n'a pas eu de l'argent pour organiser des élections. Voilà, donc c'est un Premier ministre, pas uniquement technocrate, mais à la fois technocrate et politicien. Il faut que ce soit un Premier ministre politicien, homme politique, homme d'État et technocrate, évidemment, parce qu'il ne faudrait pas faire de la politique pour la politique, il faut de l'expertise. Vous en avez, je ne vous demande pas des noms. Vous avez quelques candidats en poche, 2, 3, une? Non, non, on n'est pas... Ce n'est pas une situation comme ça. Donc, ça veut dire, vous envisagez... Le principe, je me tiens au principe. Le Premier ministre viendra de l'opposition, d'accord? Il est nommé par le président de la République, vous comprenez? On attend voir ce qui va se passer, donc ce n'est pas un sondage préélectoral. Et si ce n'est pas un Premier ministre Posez-moi la question... Et si ce n'est pas un Premier ministre de l'UNC? Posez-moi la question lorsque viendra l'élection présidentielle, que je vous dresse, que je vous donne des pronostics sur celui qui pourrait diriger le Congo, eh bien je serai à mesure de vous dire, voilà, tel monsieur peut diriger le Congo. Hein, si parce qu'il a une vision. Et si ce mais ici, on n'est pas en période préélectorale. Et si ce n'est pas un Premier ministre de l'UNC, vous serez quoi? Il n'y a pas... Vous serez quoi? Plutôt normal et logique? Non, si mais ce en tout cas... un Premier ministre de l'UNC. Non, mais on ne va pas se suicider. On ne va pas se suicider parce que nous aurons sauvegardé tout notre honneur. Nous aurons sauvegardé quelque chose de très important, c'est qu'on retienne que nous avons apporté notre contribution à baliser la route des élections. C'est ce qui est plus important que nous. Avoir contribué à élucider le processus électoral pour l'INC et pour Vital Kamerhe, c'est plus important même qu'avoir un Premier ministre qui vient de l'INC. C'est ce que vous devez comprendre et nos téléspectateurs doivent comprendre. Nous essayons, nous, à l'INC, de faire la politique autrement. Parce que les gens pensent que la politique devrait se faire uniquement à la congolaise comme ça se fait. Nous essayons de faire la politique autrement. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas en vase clos. Nous voyons ce qui se fait ailleurs et le Congo n'est pas condamné à demeurer dans une situation de ni démocratie, ni dictature, en tout cas une situation où les institutions ne fonctionnent pas comme ça devrait l'être et pourtant on est une nation moderne, une république démocratique. La Constitution... Et donc nous, on n'est pas dans une ruée vers les postes. Okay. Il faut que les gens retiennent ça et que vous reteniez cela. La Constitution n'a pas été respectée quant à l'organisation de l'élection. Juvenal Monobo, est-ce que vous pensez réellement... Oui. Ça c'est vrai, quant au délai, il faut dire la vérité. Mais ce n'est pas de la faute de l'UNC, hein. C'est de la faute du gouvernement qui n'a pas donné des moyens à la CENI. Qu'est-ce qui vous rassure? Quelles sont les garanties qui vous poussent à croire fermement que cet accord qui a été signé soit respecté par la majorité présidentielle? Nous allons nous surveiller mutuellement. Nous allons nous surveiller mutuellement dans le cadre du comité de suivi. Vous voyez, 7 délégués de la majorité, 7 délégués de l'opposition. Et ce n'est pas tout. La société civile aussi, 4 délégués. Et ce n'est pas tout. Le peuple, vous savez, le meilleur mécanisme de suivi, c'est le peuple lui-même. Vous comprenez? Le peuple qui dit, voilà, les acteurs ont convenu d'organiser l'élection présidentielle le 29 avril 2018. Eh bien, au-delà du suivi interne, il y aura un auditeur externe. Et cet auditeur externe, c'est le peuple lui-même. Et donc, il n'y a pas à se faire de soucis. Ce peuple qui n'a jamais voulu de ce dialogue, non, mais qui vous dit? Même cela. En dehors de quelques coins, par exemple chez vous, on a organisé une marche dans votre fief électoral. Ce n'est que normal et ça devait suivre. Une marche pour soutenir l'accord politique signé. C'est spontané que quelques jours après... C'est tout à fait logique et ça se comprend. Non, madame. Vous avez vu une marche de soutien à l'accord à Kinshasa? C'est bien parce que vous suivez de très près, je veux dire, l'évolution de la situation politique et c'est très bien. Je salue ce professionnalisme de votre part. C'est de manière spontanée. À Bukavu, on a organisé la marche. Hein? C'est vrai que chemin faisant, c'était pour soutenir Kamerhe, mais c'était avant tout pour soutenir les résolutions du dialogue. Ce ne sont pas des naïfs, le peuple congolais, la population congolaise, le peuple congolais, les citoyens congolais. Ça ne sont pas des naïfs, c'est des gens qui réfléchissent. Bukavu, Goma, Walikale, Uvira, de manière spontanée. Les gens n'ont pas été payés pour ça. Vous comprenez? Et les gens sont descendus dans la rue. Et ça n'était pas, je comprends bien que ça n'était pas des meetings de campagne, parce qu'on n'est pas en campagne électorale. Mais c'était une démonstration pour dire que nous sommes d'accord avec ce qui s'est fait. Et nous tendons l'oreille et nous restons attentifs pour que ce que vous avez convenu, les compromis que vous avez trouvés,
que ces compromis ne s'écartent pas de la Constitution, parce qu'on a déjà des soucis par rapport à la date, hein, pour la tenue de l'élection présidentielle. Ça devrait être cette année, mais que vous ne vous écartiez pas, hein, de manière éloignée du respect de la Constitution, Et voilà un peu. Donc c'était l'occasion d'exprimer tout cela, et les gens l'ont exprimé. Et donc on n'a pas donné de l'argent pour ça. Les gens l'ont fait motu proprio, spontanément, et ils ont eu tout notre soutien. Moi j'ai appelé les amis au téléphone, ceux de Walikale, pour leur dire bravo pour ce que vous avez fait. Merci de nous faire confiance. Et nous allons suivre ensemble la mise en œuvre de l'accord qui a été trouvé. Au rassemblement, cet accord... Et puis, vous dites que les gens ne sont pas avec ça, avec l'accord, ou ne soutiennent pas l'accord. Avez-vous déjà vu un sondage sérieux réalisé sur ça, hein? Avez-vous déjà vu un sondage réalisé soit par ceux-là qui ont boycotté les dialogues, ou par les médias indépendants, un sondage chiffré qui montre les tendances? Est-ce qu'il y en a? Comme ça se fait ailleurs, il n'y en a pas. Et donc, on est dans le domaine de la spéculation. Chacun pense qu'il a le peuple avec lui. Mais attention, le peuple, il est imprévisible, le peuple. L'unité de mesure de ces sondages, hein? Il n'y a pas de thermomètre. L'unité de mesure de ces sondages, c'est la journée du 19 octobre. Et vous pensez 2016. Que ça a été suivi? À Lubumbashi, ça a été suivi aussi? Vous parlez de la fameuse carte jaune. Vous parlez de la journée ville morte. Moi, je parle de la journée du 19 octobre. Bien sûr, c'est la journée ville morte, non? Vous faites allusion à ça. Oui, bien sûr, mais est-ce que ça a été une réussite partout? Le mot d'ordre du rassemblement. Non, mais à Lubumbashi. A-t-il été suivi ou non? Non, à Lubumbashi. Je vous donne l'exemple de Lubumbashi. Ça a été une réussite. 2 344 000 km², 26 provinces. Même sans aller très loin, parce que Lubumbashi, c'est loin. Quand sur 26 provinces, il y en a 20. C'était comment? C'était timide. Les activités étaient c'était timide l'avant-midi. C'était timide l'avant-midi. En tout cas, sur toute l'étendue de la République, aucune école n'a ouvert. Non, c'était timide l'avant-midi. Aucune école n'a ouvert. Non, je vous donne raison. Pour Kinshasa, c'était timide l'avant-midi. En tout cas, sur toute l'étendue de la République. Mais en début d'après-midi. Okay. En début d'après-midi, les gens ont retrouvé leur train normal. La journée commence à 6 heures. Et pas dans l'après-midi. Non, mais les gens sont aussi curieux. Vous savez, dans l'après-midi, il y en a qui finissent déjà le premier tour. Il y a des gens qui se demandaient. C'est déjà paralysé une ville. Ce n'est que normal. Il faut comprendre. Il y a des gens qui se disaient, mais est-ce que ça ne va pas virer comme les 19 septembre 2016 à l'affront? Et les gens étaient curieux de savoir. C'est aussi dans cette curiosité qu'ils ont dit, voilà, hein, restons d'abord un peu à la maison, voyons comment. Parce que généralement, quand il y a des appels comme ça, hein, on pense que c'est pacifique, mais ça vire toujours à l'affrontement. C'est dans cette curiosité que les gens ont voulu voir ce qui s'est passé. Mais en début d'après-midi, 13 h, les gens ont retrouvé leur train habituel, normal. Alors au rassemblement, cet accord ne représente J'ai un message pour les rassemblements. Je voudrais, si vous m'accordez, le message pour les rassemblements, c'est quoi? C'est que ce n'est pas tard. Hein? Il faut pas qu'ils plongent dans des frustrations. Vous comprenez? Parce que moi, je connais. Vous parlez de frustration? Bien sûr, je connais les amis du rassemblement. Ah bon? C'est aussi un problème de positionnement. Parce que quand ils parlent du régime spécial, c'est quoi? Comment ça? Oui. Quand ils parlent du régime spécial, c'est quoi? Ils voudraient gérer la transition. Qu'on ne se voile pas la face. Au niveau du rassemblement, ils voulaient présider, gérer la transition. Hein? Donc, ils voulaient nous amener dans une situation contraire à la Constitution. C'est ce que ça veut dire, le régime spécial. Raison pour laquelle ils ont la peine d'expliquer ça. Moi, je n'ai jamais vu une émission où ils ont expliqué clairement ce que ça veut dire régime spécial. Et donc, ils veulent ça. Et moi, ce que je peux leur dire, c'est que ce n'est pas tard. Parce que l'accord, il y a une disposition qui prévoit l'ouverture de l'accord à ceux-là qui n'étaient pas à la Cité de l'Union africaine. On n'en veut pas. De cette ça, c'est d'un côté. On n'en veut pas. Je leur demande aussi de mettre de l'eau dans le vin. C'est important. Ça ne sert à rien de faire des appels à la violence et tout ça. Hein? Je viens de m'exprimer en lingala, toujours dans votre chaîne Numérica. Ça ne sert à rien. Nous n'avons qu'un seul pays, le Congo. Hein? Qui va gagner avec un changement brusque? Hein? Vous pouvez vouloir un changement brusque des institutions. Hein? Mais lorsque vous y arrivez, et c'est finalement un militaire, par exemple, qui prend le pouvoir. Au Burkina Faso, ça a été le cas. Ils ont eu une chance exceptionnelle parce que, dans un premier temps, le pouvoir a été pris par un militaire. Et puis après, c'était des appels au retour à l'ordre constitutionnel. Le Burkina a eu une chance exceptionnelle parce que ce n'est qu'après qu'ils ont réussi à installer un président civil.
Michel Kafando pour diriger une transition. Vous comprenez? Alors, okay. Et donc, le cas du Burkina Faso, ce n'est pas un cas où on peut faire du copier-coller au Congo. Vous comprenez? Donc, nous pouvons justement suivre un peu ce qu'eux ils veulent, et arriver peut-être à un changement brusque. Mais comment faire pour que cet accord soit finalement, ça nous échappe. Alors que le rassemblement réunit même cet accord. Et finalement, ça nous échappe. Et finalement, on va dire, voilà, les militaires ont volé la victoire du peuple. Moi, je ne veux pas des situations comme ça, parce que ça va nous faire reculer. Mais comment faire finalement pour faire ce rapprochement, pour qu'il y ait ce rapprochement entre les conclusions du dialogue, ceux qui ont pris part à ce dialogue et le rassemblement, pour que finalement cet accord soit opposable à tous? Alors moi, quand j'ai des échanges, par exemple, avec des diplomates, justement, je parle de ça aussi. Parce que les amis peuvent penser que nous, on est partis là, on ne pense pas à eux. Vous comprenez? Nous pensons au Congo d'abord. Eh bien, quand je change avec nos interlocuteurs étrangers, par exemple les diplomates, même à l'interne, au niveau de l'UNC, ne pensez pas que nous avons cessé de réfléchir. Nous continuons à réfléchir comment les autres pourraient se joindre à nous. Mais il faut qu'ils soient réalistes, parce que s'ils ne changent pas la façon de voir les choses, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'ils se placent dans une posture idéaliste, vous comprenez? Ils ne veulent pas voir la réalité en face, et ça va être difficile qu'on arrive à un compromis, s'ils ne changent pas leur façon de voir les choses. Vous pensez que... Et donc, je préfère penser que... Vous pensez qu'un homme comme Etienne Tshisekedi, un homme comme Christophe Lutundula, c'est Juvenal Mobutu qui va demander d'être un peu plus réaliste. Vous pensez qu'ils ne savent pas ce que c'est le réalisme? Vous savez combien de gens ont rencontré Tshisekedi? Combien de diplomates l'ont rencontré? Je préfère qu'ils gardent leur courage, qu'ils ne se découragent pas. Vous savez combien de missions ont défilé? Kodjo l'a dit. C'est-à-dire quoi? Edem Kodjo, le facilitateur, l'a dit à Radio Okapi. Avec un discours plein d'épiques. Non, non, il y a eu des rencontres à Bruxelles. Ça va? Il y a eu des rencontres préalables. Il y a eu même des accords, et pas uniquement des rencontres, des accords entre le pouvoir et l'UDPS. Des accords pour que, là où l'UDPS donne des assurances qu'il va aller au dialogue. Mais quel n'a pas été, il a parlé même d'un accord signé le 26 mars 2016 à Paris. Mais quelle n'a pas été la surprise? Mais l'UDPS réunit toutes ces allégations. Même vous, à votre place, vous vous convenez avec quelqu'un hier, vous vous convenez avec quelqu'un à 8 h du matin, vous fixez un programme. Si moi j'avais fixé un programme avec vous pour cette émission à 8 h, pourquoi ne pas mettre sur la place publique cet accord finalement? On le fait un millier de journées. C'est Edem Kodjo qui a parlé d'un accord et l'UDPS a régné l'accord. Mais où est cet accord? Vous avez vu cet accord, vous? Non, et puis 10 minutes après, moi j'ai vu un document qui a circulé sur Internet, ça va? Et qui est authentifié. Une feuille de route qui n'est pas un accord. Non, mais il s'était entendu même sur les délégués, le nombre de délégués, c'était déjà une préparatoire. C'était dans les cas des négociations. Non, c'était un acte qui a clôturé. Ce n'est pas un accord, monsieur Juvenal Mobutu. C'était un acte, mais l'accord, de toute façon, vous avez choisi votre camp de défendre bec et angle le dialogue. Vous savez, un droit. Donc, vous ne pouvez que soutenir Edem Kodjo. Vous savez, un droit, c'est quoi? D'ailleurs, c'était écrit. Tu sais, un droit, je suis assistant à la faculté de droit. En droit, même une convention, même s'il n'y a pas un écrit, c'est déjà un accord. Vous comprenez? Du moment qu'on se convient que nous allons faire ceci, c'est déjà un accord. Donc on ne dira pas qu'il n'y avait pas d'accord. Il y a eu bel et bien un accord. Mais comment se fait-il que vous vous entendez le matin et puis à 10 minutes du rendez-vous, ras-le-bol? Il faut qu'on cesse avec cette idéologie des ras-le-bol. Parce que moi j'ai comme l'impression qu'on est en train de cultiver, c'est finalement une sorte d'idéologie du ras-le-bol qui est en train de croître. Vous comprenez? Il faut toujours faire la part des choses. Nous sommes des opposants, nous ne sommes pas complaisants vis-à-vis du pouvoir, mais nous évitons aussi de rester dans des positions extrêmes. Et nous ne sommes pas en train de vilipender les autres. Ça ne sert à rien de nous vilipender, de dire que nous sommes les traîtres de la République. On dit n'importe quoi, les noms d'oiseaux sur Vital Kamere. Qu'ils cessent ça, parce que ce n'est pas de la sagesse au fait. Même les partenaires auxquels ils s'adressent. Non, oui, même les partenaires auxquels ils s'adressent, nous on échange avec eux. À un moment donné, mais ils se disent, mais ils viennent demander notre secours. Ils viennent demander qu'on nomme un nouveau facilitateur. Mais ils ne tempèrent pas leur discours. Ils ne mettent pas un peu d'eau dans leur discours. Mais bien, c'est compliqué. Il faut quand même de l'humilité. Ce n'est pas puisque vous avez un background politique que vous devez manquer un peu d'humilité. Il faut un peu d'humilité. Il n'y a personne qui a le monopole de la connaissance. Personne. Il n'y a personne qui a le monopole de la popularité au niveau du Congo. Surtout qu'il y a curiosité et popularité aussi. Il faut faire la différence. Tu peux faire une sortie comme ça, les gens viennent t'acclamer,
tambours, ainsi de suite. Il y a des curieux aussi. Hein? Et il y a ceux-là peut-être qui n'ont pas mangé, mais ils espèrent peut-être que lors de votre sortie politique, il y aurait peut-être quelque chose. Il ne faut pas condamner la population vraiment pour ça, parce que la population souffre. Il y a ce qu'on appelle curiosité politique. Curiosité, un acteur politique peut trouver une masse de curieux et penser que c'est une masse qui lui est acquise, et il y a popularité. Pour tester une popularité, il faut des vrais indicateurs. Hein? Je regrette qu'il n'y ait pas vraiment d'émissions, des maisons de sondage. Numérica pourrait commencer. Faites des sondages. Faites passer les micro-baladeurs, Vox Pop. Demandez à la population. C'est vous qui ne suivez pas, mais il existe. Faites des baromètres. Mais il existe des maisons de sondage. Bien sûr. C'est vous qui ne suivez pas. Oui, oui, il faut le faire. Les maisons de sondage existent. Allez-y. Les maisons de sondage, c'est très important. Hein? Je sais qu'à l'époque, oui, tu as raison. Lorsqu'on élaborait les DSRP, il y avait le bureau Bercy, hein, je me rappelle bien. Il faut des maisons de sondage. Hein? Les grands titres, disons les grands journaux de la place, les chaînes de télévision comme la vôtre, c'est toujours important qu'à un moment donné, qu'on dise voilà, on a fait, un peu comme l'Institut des baromètres en France, hein, voilà, tel politicien est en popularité parce qu'on a interrogé, on a tel échantillon déjà interrogé. Ça, c'est très important de le faire. Vital Kamerhe, l'UNC, c'est l'homme à abattre. Comment vous comprenez que au sein de l'opinion et même dans le chef de certains opposants, que Kamerhe doit finalement être mis en quarantaine en ce moment parce qu'il a pactisé entre guillemets avec la majorité présidentielle. Pour certains, il rentre dans sa famille politique parce qu'il a toujours ce cordon ombilical qui le relie avec la majorité présidentielle. Pourquoi je vous pose cette question? Vous avez suivi il y a 2 jours Vital Kamerhe à Kassangoulou. Qu'est-ce qui n'a pas été dit finalement? Oui. Moi, je ne sais pas. Si quelqu'un va visiter sa ferme, ça devient un problème. Hein? C'est un Congolais, non? À moins qu'on dise, qu'ils nous disent si Vital Kamerhe n'a plus la liberté de circuler ou d'aller et de venir. Qu'on nous dise ça. Hein? C'est un citoyen congolais. Il a des biens, il a... Hein? C'est quelqu'un qui a travaillé, non? Il a eu un salaire pour le travail qu'il a fait. Ce n'est pas un parvenu. Hein? Ce n'est pas un parvenu. Alors, c'est comme tout citoyen, non? Il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs, il a un champ, une ferme, il va à sa ferme. De là à aller rencontrer un autre élu de l'opposition, membre du Rassemblement, c'est tout le problème. Non, non, mais où est le problème? Vital Kamerhe, c'est un pacificateur. Vous comprenez? Vital, il l'a dit d'ailleurs, quand au dialogue, il disait, voilà, je suis prêt à céder ma chaise. En tant que pacificateur, il a cette mission d'aller prêcher pour l'accord politique. Non, non, il l'a dit, Vital a dit ceci, je suis prêt à céder ma chaise si Tshisekedi venait ici. Vous comprenez? Il l'a dit. Mais Tshisekedi n'a pas voulu que le peuple contredise Kamerhe. Hein? Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'est pas arrivé. Kamerhe est resté à sa chaise. Juvenal Monobo, on va attendre, on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Et puis il faut attendre. Il faut attendre. Le temps pourra nous donner raison. Okay. Parce que la finalité, ce n'est pas leur schéma. La finalité, ça passera par un compromis. C'est toujours le compromis qui a été signé, mais qui sera consolidé avec l'adhésion des autres. Donc, attendez, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Vous verrez que même ceux-là qui critiquent cet accord, en fait, à un moment donné, ils comprendront qu'il faut se mettre ensemble pour préparer les élections. Parce que c'est la voie de la sagesse. Il y a un accord déjà sur la table, mais comment vous comprenez que certaines personnalités françaises et même belges appelaient à la tenue des élections dans le délai, respect constitutionnel, pas de 3e mandat? Comment vous comprenez ça? Les partenaires, ils ont le souci de la stabilité du pays. Vous comprenez? Ils veulent la stabilité, ils veulent aussi voir la démocratie s'installer au pays. Parce qu'il faut quand même dire que le partenaire, ils nous ont accompagnés dans des moments difficiles. Ça va? On a eu un pays divisé, 1+4, hein, avant 1+4, avec la guerre, tout ça de 5 ans. Et quelque part, c'est quand même un investissement. Ils ont investi sur le plan moral, je veux dire, sur un Congo qui devrait finalement émerger comme démocratie. Parce que ce pays ici cause du retard à beaucoup d'autres dans la sous-région. C'est une locomotive, c'est vraiment un géant, comme le dit souvent Vital Kamerhe. C'est un géant accroupi, endormi, mais qui doit se réveiller. Et donc, ils n'ont aucun intérêt, en tout cas les grandes puissances, ils n'ont aucun intérêt de voir
ces pays devenir comme la Libye. Vous comprenez? Un marché, un espace pour la circulation de toutes sortes d'armes. Vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer? Un espace où il y aurait des multitudes de milices. Déjà, il y en a beaucoup, plus de 70 à l'est. Donc, ils ont intérêt à la stabilité. Et la stabilité passe aussi par le respect de la Constitution. C'est pourquoi ils insistent sur ça et sur l'alternance. Comment vous voyez l'avenir politique? Je vois l'avenir de manière prometteuse. Il faut y travailler. Hein. Donc, l'avenir, nous ne l'aurons pas seulement par des déclarations ou des manifs, des manifestations. L'avenir, il faut être en mesure d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous comprenez? Et il faut chaque fois distinguer opposition et haine. C'est très important de le faire. Liberté d'expression et insulte. C'est très important si nous nous respectons mutuellement. Chacun fait son travail. Ceux qui sont à l'exécutif font leur travail. Ceux qui sont au Parlement font leur travail. La société civile fait son travail. Je crois qu'il y a lieu de sauver ce pays. Nous n'avons que ce pays. Et les musiciens nous rappellent, il y a certains musiciens congolais qui nous rappellent notre tâche à nous, politiciens, d'œuvrer pour la paix et de sauver ce pays. Dernière question, ce discours d'Edem Kodjo que j'ai pris la peine de lire et de relire, est-ce que le rassemblement n'avait-il pas raison de récuser Edem Kodjo? Un peu de triomphalisme, un peu de moquerie dedans. Ce n'est pas un discours conciliateur. Edem Kodjo, je m'excuse. Edem Kodjo, on l'a beaucoup défié. Ça va? C'est un diplomate qui a été beaucoup récusé d'abord. Et c'est comme ça qu'il devait rendre l'ascension? Non, ce n'est pas ça. Il a été récusé et défié. On lui a traité de tous les mots, des noms d'oiseaux. Vous comprenez? Et que, si vous avez étudié la psychologie, vous comprendrez que, moi j'ai étudié un cours de psychologie, vous comprendrez que quelque part, hein, quelqu'un qui finalement arrive à un résultat, salué et par les Nations Unies, vous avez lu les communiqués de Ban Ki-moon, et par l'OIF. Hein, l'OIF l'a appelé patient, il a fait un travail, c'est un homme patient. Eh bien, à un moment donné, c'était normal quand même de rappeler toutes des invectives dont il a été l'objet. Et tel que je le vis, tel qu'il s'est exprimé, ce n'est pas un homme rancunier. Hein, parce que quelqu'un de rancunier, il allait se taire. Il n'allait pas dire tout ce qu'il a ressenti, des flèches qu'il a subies. Et là, ça serait grave. Donc, il faut, mieux vaut affaire à quelqu'un qui a subi des flèches, des attaques. À un moment donné, il s'exprime. Parce que quand tu t'exprimes, tu te défoules, il n'y a plus de rancune. Et on avance. Et il a dit, ce qui est important, que les portes restent ouvertes. C'est ce qui est important et ce qui pourrait nous faire avancer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous les téléspectateurs. Je vais vous laisser conclure. Merci beaucoup. Je n'ai rien d'autre sinon de demander à la population de ne pas perdre l'espoir. Il y a un travail qui se fait. Il y a un premier résultat, c'est qu'on a un accord. D'ailleurs, la classe politique, toute la classe politique, surtout ceux qui avaient de la responsabilité pour l'organisation des élections, devraient demander pardon solennellement que l'élection présidentielle n'aura pas lieu finalement le mois prochain, parce que ça devrait avoir lieu le mois prochain. Peut-être pas probable aussi en 2018. Hein. Non, en 2018, il faut travailler. Il faut vraiment un suivi. Je suis d'accord avec vous, si on ne travaille pas, si on ne fait pas les suivis... Mais une élection qui est conditionnée par la fin de l'opération de l'enrôlement, ma foi, le Congo est grand, 26 provinces. À quoi ça servirait? Des matériels qui sont commandés, il faut... ça peut prendre encore un peu plus de temps. Mais ça serait dans l'avantage de qui? Et tout peut se jouer là-dedans. Non, ça serait, Madame Rachel, ça serait dans l'avantage de qui? Avoir des élections totalement bâclées. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu il n'y a pas de bons fichiers. Ça sera l'avantage à l'avantage de qui? Ça sera l'avantage de qui de ne pas organiser les élections ça serait à l'avantage. Ce n'est pas puisque l'autre, ce n'est pas puisque le pouvoir n'a pas organisé des élections à temps, hein, qu'il faut faire des choses bâclées. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on s'est posé des questions. Merci, monsieur le député. Donc faire des choses bâclées, ce n'est pas ça la sanction à faire au pouvoir. Il faut bien faire les choses proprement. Merci, mais il ne faut pas s'éloigner trop de la date. Raison pour laquelle il y a eu des débats. De toute façon, ça vous permettra de pousser un peu en tant que député national. Moi-même, je pensais que c'était en 2017, mais en fait de compte, il faut respecter le compromis. Bon, et je crois qu'on ne sait pas. Vous êtes député, vous pouvez encore siéger pendant 3 années, un mandat gratuit. On ne s'est pas éloigné trop. Donc merci beaucoup pour l'invitation et salutations à tous les téléspectateurs. Ainsi se termine ce nouveau numéro de Noticia sur les antennes de Numérica. Je rappelle que nous avons reçu Juvenal Mounoubo, député national élu de Walikale dans le Nord Kivu. Il a pris part au dialogue pour le compte de l'UNC, son parti politique. Merci
à Serge Mitelesi, Théodore Titolé derrière les caméras, à Carlos Pacassa à la réalisation de cette émission, Chandra Kabouya au montage. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité si Dieu nous prête vie. Bonsoir et très bonne suite de programme sur Numérica TV.